Allô, allô? Oui, tu m'entends Valérie? Super, la connexion va se faire. Ah, bonsoir, on a eu bien du mal, mais nous voici enfin Oui, en direct. Bonsoir bonsoir tout le monde. Valérie et bienvenue dans l'atelier virtuel. Bienvenue à tous ceux qui auront eu la patience de nous attendre. Nous sommes là ce soir pour parler, pour la première fois, je tiens à le préciser, d'une scénariste. Voilà. Il y a un début à tout. C'est ça. D'habitude, moi, je me repose un petit peu, tu vois, sur le fait que les dessinateurs dessinent en direct pour vaquer à mes occupations, trouver le temps de poser des questions sur mes crayons. Et là, je me suis fait un peu violence parce que c'est difficile pour moi. Je me mets un peu la pression, je te cache pas, Valérie, de t'accueillir ce soir parce que ben voilà, t'es la première scénariste Oui. invitée. Donc, Et pour bienvenue à rassurer tout le toi. monde, je vais vraiment pas dessiner. C'est ça. Personne ne mérite ça. Quoique ça pourrait être un concept, hein. Rencontre dialoguée avec des dessinateurs, exclusivement dessinateurs, et rencontre dessinée avec des scénaristes. Ça pourrait peut-être donner Exactement. des Vous ne choses serez pas déçus, je étonnantes. crois. Et on a déjà Anne-Claire dans les commentaires qui nous dit bonsoir. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Anne-Claire. Valérie, qu'est-ce que fait? Je te présente là, pour remettre un peu le contexte. Donc moi j'ai eu la chance, hein, de recevoir beaucoup de tes œuvres. Donc ça fait quelques semaines qu'on devait faire cette émission et puis finalement elle a été retardée. Donc j'ai encore eu le temps d'en découvrir et d'en lire d'autres. Et donc je me suis beaucoup beaucoup imprégné de ton œuvre avant de te recevoir. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ou est-ce que tu me laisses le Ah, faire? Qu'est-ce que bon, qu'est-ce je qu'on peux fait? me présenter, oui. Ouais. Je suis donc Valérie Mangin, scénariste de bande dessinée et membre de l'atelier virtuel. Mhm, J'ai une formation d'historienne et ça se voit souvent dans mes histoires qui sont dans des contextes historiques très particuliers, comme Alix Sénator sous l'Empire romain. Et à ça, j'aime beaucoup mêler de la science-fiction ou du fantastique. C'est vraiment les 2, le genre historique et le genre fantastique, SF, c'est les 2 genres qui me plaisent le plus et qu'on voit le plus dans mes livres. mhm. Super. On a également donc un certain Denis Bejram dans les commentaires qui dit bonsoir à tous et Fuguzimon qui nous rejoint. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à poser vos questions pour Valérie, elle se fera un plaisir de vous y répondre. Et bah Exactement. écoute, moi j'ai une première question à te poser. Alors j'ai un peu la réponse parce que j'ai lu Abîme, mais finalement alors si je me trompe pas, le premier album que j'ai lu de toi c'est Abîme tome 3. Donc j'ai commencé Ah directement oui. par le 3. Donc j'ai vu un petit peu c'était ce destin tout tracé. Oui. Qu'est-ce qui. Alors bien sûr il y a beaucoup de Pour ceux qui fiction. l'ont pas lu, Abîme tome 3, c'est un peu une autofiction que j'ai écrite avec, le fameux Denis Bajram qui est dans le chat, qui est mon mari à la ville. Mhm, Et là, mon co-scénariste pour le coup, il a aussi dessiné Abîme 3. mhm. Et donc on y raconte une grande partie, de notre vie, à tous les 2. Alors, une partie est vraie, une partie n'est pas vraie, c'est pour ça que c'est de l'autofiction, mais je vous laisse deviner ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est ça. Et je me vient ma première question, même si j'ai déjà un petit peu la réponse, mais pour ceux qui nous regardent, ça pourrait peut-être être intéressant. Le scénario pour toi, c'est avant tout une rencontre avec la BD et ta formation d'historienne, ou est-ce que tu aurais pu être scénariste d'autres choses, raconter des histoires sur un autre médium? Non, pour moi le scénario de BD, c'est vraiment, ce que je préfère. Je ne vais pas dire la seule chose que j'aurais pu faire, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Mhm, Mais oui, intrinsèquement, je suis liée à la bande dessinée. Bon, j'en ai lu quand j'étais, enfant comme tout le monde. J'ai commencé avec Astérix, Lucky Luke, enfin tous les grands classiques, Alix bien sûr. mhm, Et j'ai un peu arrêté à l'adolescence et j'ai repris, la lecture de bande dessinée quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles. Parce que j'ai préparé Henri IV, l'école des Chartes, l'école des conservateurs de bibliothèques et d'archives, mhm, heu, que j'ai intégrée. Et donc ces études-là laissent peu de place aux loisirs et donc la BD était quasiment mon seul loisir à l'époque. Et comme j'étais à Paris pour faire mes études, j'allais me fournir dans une librairie qui a disparu aujourd'hui, qui était la librairie Fantasmagorie, mhm, qui était dans le quartier de l'Horloge, près de Beaubourg, pour les Parisiens. Et un jour, j'y suis allée et un jeune auteur, dédicaçait, son deuxième album, Cryozone 2, c'était Denis Bajram. Vous voyez que la rencontre a été suivie d'effets, parce que comme je vous disais, c'est mon mari maintenant. mhm, Mais avant d'être mon mari, c'était un auteur de bande dessinée, que j'aimais beaucoup, dont j'avais lu les albums. mhm. Et finalement, je l'ai un peu dragué pour ça, j'avoue, et ça a très bien fonctionné.
et comme on était ensemble, en fait, à l'époque, je voulais surtout moi faire de l'histoire. Je sortais de ma thèse, je crois. J'ai fait une thèse, c'était très austère, hein, c'était une thèse sur les institutions, sous Louis XVI, sur le ministère de la Justice précisément et j'en sortais un peu, mais je pensais rester dans le domaine historique et Denis à l'époque, en plus d'être l'auteur de Cryozone, commençait UW1 je crois de mémoire. Je crois que le premier épisode, d'UW1 venait de sortir dans l'Enfeuille Mag à l'époque et il avait des envies de scénario à côté de ça. Il avait un projet, d'écrire une histoire de l'affrontement, d'Attila contre l'Empire romain, mais dans l'espace. Alors bon, pour ceux qui m'ont suivi un peu, ça a donné le fléau des dieux par la suite, mais à l'époque où on s'est rencontrés, c'était vraiment une idée comme ça, qui trottait dans la tête de Denis et on lui avait présenté un jeune dessinateur serbe prometteur, pour qui il avait envie de commencer à écrire et moi je devais lui apporter le côté documentaire en fait. Comme j'étais historienne de formation, bah, j'allais l'aider sur le côté historique et bah, finalement, ce projet a commencé à se monter, mais malheureusement, il y a eu, on était en 98-99, il y a eu la guerre, en Serbie, Ah, de l'OTAN contre la Serbie qui a éclaté un peu à ce moment-là et Alexa Gajic, donc le dessinateur serbe, a perdu tout contact avec nous. L'internet serbe s'est écroulé à ce moment-là, donc on était un peu tous un peu perdus. On espérait qu'il lui arrive rien de dramatique. On a vraiment perdu le contact pendant plusieurs mois, presque un an, je crois de mémoire et bon, on était un peu dépité par tout ça. Denis est passé à autre chose. Il voulait vraiment se consacrer à UW à l'époque. mmh. Mais moi, bon, je m'y étais intéressée à cette histoire d'Empire romain contre contre Attila et Contre les donc uns? Mmh. contre les Huns, voilà. Mmh. Et donc j'ai demandé à Denis si je pouvais reprendre, son idée en fait, D'accord. pour la mettre un peu à ma sauce et il a accepté. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça sur, ce qu'allait devenir Le Fléau des dieux. J'allais dire que c'est presque par hasard que je suis arrivée dessus. Enfin, je me suis jamais dit, «Je vais devenir scénariste de bande dessinée» en fait. C'était pas un plan que j'avais, je me voyais vraiment dans le domaine historique, comme ça. C'est Mmh. vraiment l'occasion de rencontrer Denis et l'occasion de faire concrètement en fait, du scénario. Bah, j'ai fait du scénario en fait avant d'en avoir l'envie presque. C'est venu un peu comme ça. D'accord, oui, donc tu es Après, passée de rôle de consultante sur un projet, c'est ça? c'est ça. À celle qui s'empare du scénario et qui le rédige elle-même? Voilà, c'est ça Mmh mh. et je me croyais très mal partie, mais heureusement, je suis allée à Angoulême, au festival d'Angoulême, l'année suivante pour chercher donc un dessinateur pour, alors il s'appelait pas Le Fléau des dieux à l'époque, il s'appelait Le Dernier des Romains, je crois Mmh. et heureusement, bah, la guerre avec la Serbie était finie et Enki Bilal avait fait venir des jeunes dessinateurs, de jeunes auteurs serbes, en fait, au festival d'Angoulême, ce que j'ignorais et donc Alexa a pu se joindre au bus qui venait de Belgrade et on s'est retrouvés, sur le festival d'Angoulême, en fait et heureusement Soleil a bien voulu jouer le jeu et a signé à la fois mon scénario et son dessin et on a pu commencer Le Fléau des dieux comme ça, quoi. Mais c'est vraiment une succession de heureux hasards, je dirais. On a vraiment eu beaucoup de chance, tous les 2 que ça se finisse comme ça. Là, vous voyez les premières pages qu'Alexa avait dessinées donc pour Le Fléau des dieux. Ouais. C'est la page 1, on voit le roi Hun qui est un peu parti, qui se prend déjà pour un dieu, et là, on voit la cruauté des Huns maintenant, un sacrifice humain, enfin. Je m'étais un peu laissée aller sur le côté barbare, des Huns. Les Huns n'ont jamais fait de sacrifice humain en vrai, mais bon, comme c'était de la SF, j'ai un peu brodé autour de leur histoire, quoi. Et là, vous voyez des mises en page très libres d'Alexa, oui, Il y a sur Denis le qui scénario. dit en commentaire: «Il cherche des bêtises à dire comme d'habitude en commentaire, mais il a peur de se faire chauffer les oreilles après». Mais non, il dit ça pour se faire plaindre, mais je suis très gentille avec lui. Bon, je n'en doute pas et alors attends, je recadre un petit peu parce que, Alors, heu, toujours le fléau des dieux, je crois que c'est la page que je préfère presque, celle-ci. ouais. C'est une page du tome, Alors dernier c'est tome. là, je vais parler un petit peu de dessin, et de l'impression que ça m'a donné. Là, j'ai découvert donc le Fléau des dieux, merci encore de m'avoir envoyé, cette série. Hem Ça me fait penser d'ailleurs pour l'émission, hein, pour tous les auteurs qui ne font là, actuellement, on a quasiment fait le tour des auteurs de l'atelier virtuel, mais je compte bien, de temps en temps inviter, des auteurs qui n'en font pas partie. Donc si vous avez envie qu'on parle un petit peu de votre œuvre ici dans cette émission, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à me faire parvenir, sous forme de PDF éventuellement ou carrément l'album pour que je puisse un petit peu chroniquer l'album avec vous et vous recevoir. Quand je vois des planches comme ça, j'ai vraiment beaucoup pensé à Kingdom Come, d'Alex Ross. Tu vois, on Oui, démarre en fait à une échelle très humaine et puis on arrive vraiment, de fil en aiguille à des figures, de dieux. Ça a été pensé comme ça entre vous ou bien c'est vraiment, fortuit? Comment ça s'est passé? bah, j'avais pas lu Kingdom
Kingdom Come à l'époque, Ouais. mais j'avais lu beaucoup d'épopées antiques et de tragédies aussi. J'aime beau enfin, ça va peut-être un peu ennuyeux, mais j'aime beaucoup les tragédies de Racine, par exemple, ce genre de choses. J'ai un esprit très à la fois très épique et très théâtral et Mmh. cette montée en puissance comme ça, c'est quelque chose qui est assez courant dans l'épopée, en fait, où on démarre avec un jeune héros, une jeune héroïne, au niveau humain, au niveau familial Ouais. et on finit en apothéose totale où, alors pour ceux qui réussissent, ils deviennent effectivement des dieux et pour ceux qui échouent, bah, ils échouent dans le bruit, la fureur et l'apocalypse, quoi. Mmh. Et au moment d'écrire mon premier scénario, j'avais tout ça en tête. Je voulais vraiment écrire ce genre d'épopée. Donc c'est venu un peu comme ça, spontanément, en fait. J'avais pas vraiment de référence, comics comme ça à l'époque. Ouais. Bah, j'avais commencé à lire du comics, en fait. J'ai découvert le comics, à l'âge adulte. J'en ai pas lu quand j'étais jeune. Mmh. Je l'ai découvert avec, Alan Moore, les Watchmen ou V pour Vendetta, ce genre de choses, donc pas du tout avec Kingdom Come ou Alex Ross. Mmh. Ça, je connaissais pas du tout à l'époque. J'ai vu après qu'effectivement il y avait quelque chose, quoi, mais Mmh. Et alors moi, j'ai été frappé, par quelques lignes de dialogue, dans la série. Je recherche pour pas trahir, tes mots. Hem, c'est une l série pour les gens, c'est une série que j'ai écrite entre 1998 et 2006, alors ça commence à être un peu loin pour moi là, j'avoue. Ouais, C'était un il grand y a plaisir. il y a Jupi tu fais dire à Jupiter: «Cette guerre s'est déjà produite, nous vous avons donné les noms de ses principaux protagonistes». Hem Et là, tu vois, c'est le «nous vous avons donné les noms». Alors ça m'a vraiment frappé, tu vois? Je me suis dit, attention, hein, je vais te lancer une très grande question, prépare-toi, accroche-toi. Je m'accroche. Donc c'est un dieu qui dit: «Nous vous avons donné les noms des principaux protagonistes». Valérie Mangin, est-ce que scénariste, c'est être Dieu dans le récit ou pas? Ah oui, totalement. Oui, j'ai un grand, je sais pas ce que ça veut dire de ma psyché, mais en tout cas, oui, pour moi être, c'est faire œuvre créatrice, en fait, de ce Ouais, côté-là. Bah, dans le Fléau des dieux, il y a des humains qui deviennent, tellement puissants qu'ils finissent par se transformer, par devenir immortels, invulnérables, invincibles, dotés d'une grande technologie, de grands pouvoirs et qui finissent donc par se prendre pour de vrais dieux ouais. et donc ils créent, les héros en les appelant Attila et en les appelant, Aesius pour en faire leur jouet et justement leur faire revivre l'histoire, en fait. C'est ça le nœud de l'action. Et nous, c'est un peu ce qu'on fait quand on fait du scénario, c'est-à-dire qu'on prend surtout moi qui fais du scénario historique qui me sert de personnes qui ont déjà existé, bah, je Mmh. les recrée en quelque sorte. Je leur donne je recrée des personnages, je leur donne les noms de ces personnes qui ont existé et je les fais revivre et rejouer l'histoire pour moi. Et c'est vrai que c'est un peu toujours ça, on se sent facilement démiurge quand on est scénariste, quoi. On est créateur de personnages, on leur fait vivre des destins, on décide de leur vie ou de leur mort, heu, parfois pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On crée des mondes qu'on peut détruire à volonté. Donc on a vraiment une fonction, divine dans le cadre de la bande dessinée. Mmh. Ça c'est un des grands plaisirs aussi, on peut faire quasiment ce qu'on veut, d'autant on a peu de contraintes techniques finalement. On sait bien enfin encore c'est de moins en moins vrai, mais au cinéma, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. En théorie, on peut tout dessiner, on a besoin de beaucoup bon, une BD, ça coûte beaucoup moins cher à réaliser, par exemple, qu'un film. On n'a pas à se poser des questions de budget, je veux dire, quand je demandais à Alexa de dessiner, 50 immeubles de 100 étages, et de les détruire à la case d'après, il fallait pas convoquer, des centaines de millions de dollars pour le faire, quoi. Mmh. C'était faisable C'est assez drôle que et tu dises, quand on demande à Alexa, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, la petite intelligence artificielle à qui tu dis: «Alexa, oui, c'est dessine-moi moi une qui page de c'est BD». moi qui décide du prompt, hein, c'est moi qui fais le prompt, en fait. C'est ça. Et c'est Alexa qui est l'intelligence artificielle qui obéit. Non, ça se passe pas comme ça, heureusement, Ouais. justement. Tout l'avantage de travailler avec un humain et pas une machine, c'est que justement, Alexa n'obéit pas de manière aveugle et ne suit pas le diktat, strict des lignes que je lui envoie, quoi. C'est Mmh. vraiment une collaboration entre 2 personnes, entre 2 humains, entre deux créateurs, en fait. Oui, parce qu'on parle bien d'Alexa, ton co-auteur, hein, Mon co-auteur sur le Fléau des dieux, sur Alexa le Fléau Gagic, des c'est dieux, ça, ouais. voilà, oui. C'est-à-dire quand je disais que le scénariste se prend pour un dieu quand il écrit, il se prend il a un autre dieu en face de lui qui est le dessinateur quand même, hein. Mmh. C'est un peu on est un Ah! couple de un Tu couple de divinités qui tu décide as en fait. anticipé ma deuxième question parce que enfin ma question complémentaire. Avant ça, je te livre un petit peu un jeu de mots de haute volée de Malo qui nous dit: «Vaut-il mieux être demi-urge ou entièrement pas pressé?»
En tout cas, quand on est scénariste, je crois qu'il faut être pas trop pressé des fois, non? Oui, mais ça on peut en parler si tu veux, mais oui, il y a des histoires que j'ai entendues très longtemps, quoi. On parlait d'Abîme tout à l'heure que j'ai fait avec donc j'ai fait le tome 3 avec Denis. Mmh. J'avais fait le tome 1 avec Griffo et le tome 2 avec, Loïc Malnati, donc j'étais 3 dessinateurs, c'était un triptyque chez Air Libre et pour trouver ces 3 dessinateurs et faire que les 3 livres soient finis, je crois que ça a mis 6 ans. Je les ai écrits, en 2007-2008 et je crois qu'ils sont sortis en 2013 de mémoire. Mmh mh. Donc ça peut parfois être très long, et comme ça on peut attendre, trouver le bon collaborateur, le bon co-auteur, le bon Dieu qui a votre même vision de la création, ça peut parfois être très, très long, oui. Mmh. Oui, surtout quand tu as une vision précise, j'imagine, justement, toi, comment ça se passe, alors, je l'ai lu un petit peu dans ton exposition, mais, j'imagine que chaque rencontre est différente, mais, pour toi, qu'est-ce que c'est la rencontre idéale, d'un co-auteur, pour rencontrer ton co-auteur, ton dessinateur? Ah, il y a pas d'agence de rencontre pour auteur, hein. On peut pas dire, jeune scénariste prometteur cherche dessinateur Encore idem, que si si pour je épopée si spatiale, si hein, je regarde un peu certaines de tes œuvres, l'atelier virtuel, c'est un petit peu ça quand même. Oui, oui, l'atelier virtuel, c'est un peu ça, mais là, je suis sur l'atelier virtuel seulement depuis quelques années, donc pendant longtemps, j'ai dû chercher des collaborateurs à l'ancienne, si j'ose dire. Mmh. Donc aller en festival, rencontrer des gens, nouer des liens, plus ou moins amicaux, découvrir le travail des gens aussi, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, enfin, avec qui on va s'entendre parce que c'est pas seulement une histoire de collaboration, artistique, c'est aussi une histoire humaine avant tout. Mmh. Donc le bon collaborateur, c'est pas la bonne collaboratrice, c'est pas seulement la personne qui va bien dessiner, ce que vous avez en tête, c'est aussi la personne avec qui vous allez pouvoir vous entendre pendant un petit temps. Mmh. Sur, Le Flot des Dieux, on a quand même fait 6 albums, c'est une histoire qui a duré 8 ans entre Alexa et moi. Enfin, on est toujours amis, je vous rassure, mais on travaille plus ensemble. Mmh. Ou Thierry Desmarais, par exemple, que j'ai rencontré en 2004. On a fait depuis, si on a fait depuis, 6 albums du dernier Troyen et on est sur le tome 17 d'Alix Senator, donc on Mmh. a fait, 23 albums ensemble. Oui. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et si je m'étais pas entendue avec lui, on n'aurait jamais pu aller aussi loin Mmh. et en général, c'est ça les bons albums sont faits aussi par des bons couples d'auteurs, des bons duos d'auteurs, ça c'est sûr. Mmh. Oui, on a Hélène en commentaire qui nous dit: «Ça doit être complexe de bien s'appairer». Ah, c'est très complexe, c'est comme tous les couples en fait, trouver Mmh. le bon match, c'est pas évident, donc parfois il y a des divorces, des séparations. Mmh. C'est toujours douloureux à ce moment-là et il faut se partager les enfants, donc les albums, tout ça. Enfin, voilà, c'est comme en amour, c'est des belles histoires qui parfois se finissent bien, parfois se finissent mal, mais bon, il reste les albums après, donc c'est l'essentiel. Mmh. C'est pas la première fois que je t'entends comparer, les albums, aux enfants. Pour toi, c'est vraiment ça que chaque album pour toi est un enfant? En quelque sorte, oui. Alors je sais que ça va faire hurler les gens qui ont des vrais enfants, évidemment, comment on peut comparer un livre à un être vivant. Évidemment, je parle par image, hein, mais J'ai beau avoir des enfants, il m'est arrivé de parler de ma série actuelle, comme mon bébé, donc je suis pas choqué en tant que parent d'entendre ça. parce qu'en tant que voilà, en tant que créateur, il y avait rien et tout d'un coup, on a eu une idée et cette idée s'est matérialisée. Donc c'est un peu oui, c'est un peu quelque chose qu'on a enfanté, qu'on a porté en soi pendant souvent longtemps. Je vous disais qu'Abîme, ça a mis 6 ans à se réaliser, parfois ça peut même encore plus long. Tout ce temps de maturation, comment on dit? Enfin, où on mûrit nos histoires, où on essaie de les raconter, on essaie de trouver le bon partenaire. Ça prend très longtemps et finalement, l'album sort et c'est une sorte d'accouchement qui peut être plus ou moins douloureux. Quand ça s'est mal passé avec le co-créateur, la co-créatrice, voilà, c'est l'accouchement dans la douleur. Quand ça s'est très bien passé, c'est l'accouchement sans douleur, mais au final, bon, il y a quelque chose qui sort Mmh. et qui est toujours, le plus beau, le plus merveilleux, celui qu'on attendait et on est ravi et oui, voilà, un peu comme quand l'enfant paraît, toute proportion gardée. Oui, il y a vraiment ce côté-là, quoi. Mmh. Et puis finalement, c'est des choses qui vont durer après nous aussi, il y a aussi cet aspect. On espère toujours que nos enfants vivront plus longtemps que nous, verront ce qui va se passer et cetera. Pour nos albums, c'est pareil, on a toujours un peu l'espoir qu'ils vont durer. Alors, maintenant, au début, quand j'ai commencé ma carrière, j'espérais que mes albums durent plus longtemps que moi. Maintenant, j'ai une vue plus modeste. J'espère qu'ils seront édités le plus longtemps possible et Le Flot des Dieux, par exemple, est toujours édité, quasiment, 20 ans après sa sortie, donc Mmh. tout va bien. Plus de 20 ans, qu'est-ce que je dis? Oui. On a Malo en commentaire qui est aussi un de tes co-auteurs, hein, donc Oui. Malo Karfreden qui dit: «Les gens qui ont des enfants sont habitués à hurler de toute façon, donc tu peux bien les faire hurler en comparant, tes albums à Oui. des enfants».
J'avais préparé quelques questions là, j'ai c'est pas je l'ai pas vraiment formulé comme une question, mais j'ai le sentiment que beaucoup dans ton œuvre, tu as tendance à réécrire l'histoire. C'est-à-dire à te servir, de la BD qui est un médium de fiction pour, proposer une réécriture de l'histoire, c'est-à-dire garder des éléments qui existants ou avérés et le refaire à ta sauce. Est-ce que c'est ta manière? Alors, est-ce que tu penses que tu as un, comment dire, que ton parcours d'historienne t'a conduite à ça, à devenir. Enfin voilà, est-ce que tu penses que tu as une démarche particulière vis-à-vis de ça par rapport à n'importe quel autre scénariste? Oui, alors oui, mon parcours m'a beaucoup influencé, bah, déjà mon goût pour l'histoire et le fait que je l'ai beaucoup étudié, bah, ça me donne un je dirais un fond culturel qui me revient même, spontanément, enfin sans que je cherche forcément à me dire que je vais reprendre des événements historiques. Quand je pense à une intrigue ou à un personnage, j'ai tout de suite des événements ou des références qui me viennent assez spontanément. Mhm, Donc pourquoi s'en priver en fait? Ça c'est après tout c'est très bien. mhm, Après, je pourrais faire des histoires vraiment historiques avec elle. Je pourrais vraiment, voilà, ne rien inventer et puis raconter les événements tels qu'ils sont passés. Je pense qu'il y a des personnages qui où parfois l'histoire dépasse la fiction, comme on dit, hein, qui ont des vies incroyables, qui pourraient être reprises telles quelles. mhm, Après, ça me gêne toujours beaucoup en bande dessinée parce que, ben, comme j'ai beaucoup d'histoires, j'en vois les limites. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore, beaucoup d'aspects qui nous demeurent cachés et qui le resteront, sans doute parce qu'on est il y a des trous dans l'histoire qu'on ne comble que les historiens ne pourront jamais combler, des choses qui sont perdues à jamais. mhm, Et mais quand on raconte une histoire, on peut pas, laisser ces trous-là. Il faut mhm, les combler, quoi. mhm. Et Oui, d'ailleurs, j'ai déjà lu des BD historiques assez mauvaises où c'était juste une énumération de dates. Parfois, il se passait 100 ans entre deux cases. Euh, par exemple, le premier train est arrivé là, et puis après, incendie de la gare 100 ans après. Bon, bah oui, d'accord, ok, ça a un rapport, mais ça n'a pas vraiment de rapport. oui, Donc, c'est un peu désagréable et puis ça fait, c'est un peu, comment dire? Tromper le lecteur. mhm. On lui raconte des, j'ai un petit problème avec mon micro, je suis désolée. Ouais, c'est pas grave. Il y a un petit souffle, mais écoute, c'est pas grave. Je pense qu'on peut s'en accommoder. On t'entend bien. On m'entend bien? Bon. Oui, oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, oui, voilà, quand on traite d'histoire, présenter une histoire comme, strictement historique, Mhm, c'est un peu embêtant, pour, le lecteur parce que le lecteur va nous croire, en fait. mhm. Croire qu'on lui raconte très exactement, ce qui s'est passé, Oui. alors qu'on a comblé, beaucoup de trous, en fait. On a dû dire des choses, qu'on ignore. Alors on essaie de quand on comble des trous, on essaie de le faire de manière réaliste et on essaie, bah, de ne pas le faire de gros mensonges, de ne pas dire de voilà, sauf quand on a une idée derrière la tête, qu'on essaie de faire de la propagande ou de la qu'on tombe dans le révisionnisme, ça c'est encore autre chose. Mmh. Et même avec la plus grande sincérité, le plus grand désir de dire les choses les plus exactes au lecteur, Mmh. heu, on finit par le tromper en fait. Mmh. Et il y a jamais de BD historique qui le soit à 100 et on induit forcément des choses, fausses dans la tête des lecteurs, qu'on le veuille ou non, quoi. Et pour moi, mélanger, histoire et fantastique, c'est, c'est dire au lecteur justement: «Attention, tout n'est pas vrai là-dedans». Mmh. Vous voyez, il y a des événements, bah, là, par exemple, on vient de voir un minotaure en train de marcher sur l'eau, enfin, bon, vous voyez bien que ça n'a pas existé, donc attention, vous êtes bien dans une histoire, dans une fiction, quoi. Mmh. C'est, la base est historique, mais il y a quand même des choses fausses, méfiez-vous, quoi. Ne me Mmh. prenez pas au pied de la lettre, ne croyez pas tout ce que je vous raconte. Allez vérifier, renseignez-vous, voyez Mmh. ce qui est vrai, ce qui est faux. À Et la c'est à pour ça à la que fois, pardon. ça commence un petit peu à être, j'allais dire à être documenté, pas c'est pas ça, mais à être, j'ai lu de plus en plus, si tu veux, que l'histoire, avec un grand H, était, une succession d'histoires et d'interprétations et qu'on dit toujours, l'histoire avec un grand H, elle est écrite par les vainqueurs. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, dans qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Oui, oui, je suis entièrement d'accord. En fait, quand on écrit l'histoire, on parle de soi autant qu'on parle des événements qu'on raconte. Mmh. C'est-à-dire qu'on jette toujours un regard, contemporain, dessus. Mmh. Alors évidemment, le reg même j'allais dire évidemment pour l'Empire romain, on est tellement éloigné, il y a
peu d'enjeux finalement à dire des bêtises sur l'Empire romain. Mmh mh. C'est plus facile que quand on parle, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale ou quand on parle de la guerre d'Algérie, par exemple, en France, qui restent des sujets vraiment très sensibles, en fait, Mmh. sur lesquels il faut être très prudent et sur lesquels qui mobilisent toujours beaucoup d'idéologies, selon qu'on est de gauche ou de droite, on a une vision différente des événements, quoi. Ouais. Mais même pour l'Antiquité, je dirais, par exemple, il y a toute une historiographie qui voit dans, la guerre de César en Gaule, par exemple, la conquête de la Gaule, Mmh. une histoire héroïque où, finalement, c'est César contre Vercingétorix, voilà 2 héros de chaque côté Mmh. qui se battent entre eux et c'est une histoire très héroïque comme ça. Et il y a tout un pan d'une histoire qui est plus, au lieu de s'occuper des héros, je dirais, s'occupe presque des victimes, en fait, Mmh. et essaie de voir quel impact tout ça, cette guerre, alors c'est pas une guerre entre 2 hommes, mais entre, 2 peuples, 2 civilisations, une armée conquérante et impérialiste face à des peuples qui essaient de défendre leur liberté, et cetera. Enfin, qui se mettent plus au niveau de ces peuples-là. C'est de voir quel impact global ça a eu sur tout ça et en fonction, voilà, il y a autant de visions des événements, en fait, qu'il peut y avoir d'individus en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on pense, du passé, de notre passé, de notre histoire personnelle aussi, hein, Mmh. qui joue beaucoup, quoi. Il y a jamais de regard neutre sur l'histoire, en fait. Quand on raconte l'histoire, on parle de soi, quoi. Ouais. C'est, Oui, parce que tu vas toujours évoquer, quelque chose qui te tient à cœur. Ça me fait penser, la transition est toute trouvée pour moi pour parler de moi, Jeanne d'Arc, ah. qui est également un des premiers que j'ai lu là dans ceux que tu m'avais envoyé parce que ça m'avait un petit peu, interloqué. Tu veux nous expliquer un petit peu de quoi ça parle? Alors moi, Jeanne d'Arc, c'est une, biographie donc romancée, de Jeanne d'Arc Mmh. que j'ai réalisée avec, Jeanne Pucheul au dessin. Mmh. Là, on voit le c'est une belle page en noir et blanc qui est sortie au Rodan-L'Eau, qui est un éditeur féministe puisque c'est une bande dessinée qui se veut féministe et engagée, plutôt à gauche. Mmh. Heu, Ça devait être, à l'origine publié dans une collection, sur les sorcières, en fait. Sorcières étant entendu au sens féministe du terme, en fait, comme les premières féministes en quelque sorte de l'histoire. Mmh. Et Jeanne d'Arc, donc je la voyais comme une sorcière dans cette histoire, mais réellement, c'est-à-dire que les Anglais l'ont brûlée pour ça et moi je suis partie du principe, fictionnel, que c'était vraiment une sorcière. Mmh. Donc là, on voit des sacrifices, on la voit une cérémonie, en l'honneur du dieu cornu, on la voit embrasser une femme, parce qu'en plus d'être une sorcière, c'est une femme qui aime les femmes. Donc c'était à nouveau une sorte de tabou qui était levé, sur Jeanne d'Arc et ça m'a valu, pas mal d'ennuis cette histoire puisque, ça a choqué pas mal de gens en fait. Alors il y a beaucoup de gens qui ont aimé, qui ont vu que c'était une histoire un peu, ouais, renouvelée sur Jeanne d'Arc et Mmh. qui changeait un peu de la vision que de Jeanne d'Arc que voulait nous donner l'extrême droite, à l'époque. C'était l'époque où il y avait les grandes fêtes, de Ouais. mai où on voyait tout le Front national se rassembler devant la statue de la sainte. Et justement, il y a beaucoup de gens bon, beaucoup de croyants, un peu, je vais dire un peu extrémistes, mais qui ont pensé que, voilà, transformer une sainte en sorcière et en lesbienne, ça ne se faisait pas et que c'était mal. Mmh. Et donc, oui, on a eu des soucis, Jeanne et moi, parfois, Mmh. assez violents, oui. Oui, ce qui te fait dire effectivement au sujet de on a un petit j'ai le technicien qui est venu, Décidément, oui, je suis au technicien. Le service informatique est venu à mon secours. très bien. Oui, ce que j'ai vu également dans ton expo, tu parlais de Petits Miracles, là, c'est une BD qui m'a attiré beaucoup pour plusieurs raisons, j'y viendrai après. Mais, au sujet de Petits Miracles, tu dis que, tout dans le malgré les personnages historiques qui sont représentés, au cours de cette histoire, pour toi, tout le récit est monté de telle sorte que, qu'on que tu que t comment dire? Qu'on voit que c'est inventé quoi, que c'est une histoire que tu racontes. Oui, tout à fait. Petit Miracle, c'est le surnom d'un petit garçon qui naît, juste avant la Révolution française, Mmh mh. sous Louis XVI et qui naît la tête séparée du corps. Mmh. Donc dès le début, on a ce personnage, étrange qui n'existe pas et c'est lui qu'on va suivre tout au long des 2 tomes. Alors on va le suivre un peu dans toutes les strates de la société, il va même rencontrer le roi, la reine, il va se faire embastiller, tout ça et finalement, c'est lui qui va inventer la guillotine, en fait. Mmh. Son handicap va lui inspirer cette manière de tuer les gens assez originale. Il va l'inspirer au docteur Guillotin qu'on voit dans la bande dessinée. Mmh. On a, Tornéus qui nous rejoint en commentaire et Bricos également, Briscossu. Bon bienvenue, à tous les 2. N'hésitez pas à poser, toutes les questions que vous voulez
à Valérie en commentaire. Oui, et Petit Miracle, moi, je dois dire que c'est la BD qui m'a attiré le plus dans ton œuvre. J'étais très content que tu me l'envoies également. Notamment parce que moi, le sujet quand j'étais enfant et en tant que dessinateur, le sujet de la peine capitale, la décapitation, tu vois, c'est des choses qui sont hyper graphiques et je dirais qu'ils sont assez présentes globalement dans ton œuvre. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais alors on me l'a déjà dit plusieurs fois Ouais, et je dois constater que c'est vrai. J'aime bien décapiter les personnages, mais alors je ne sais absolument pas pourquoi. les Faut sacrifices, demander à un tout psy ça, ce que ça veut mais dire, moi je mais sais je que ne sais pas. comment dire, si ça me préoccupe, moi c'est vraiment parce que toujours le Oui. technicien qui vient, c'est vraiment. Oui, 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 J'aimerais oui, bien oui. avoir le même Le technicien tien qui vient comme est au ça. petit soin pour moi. Hop, qui vient et qui rapproche mon micro comme ça au besoin. Je vais louer les services également. Et oui, parce que moi, je trouve déjà, bon, c'est un côté très graphique hein, en dessin. Et quand j'étais en sixième, mes profs de dessin étaient un peu préoccupés par le fait que je dessinais des guillotines, euh, des, des bourreaux avec des grandes haches en train de couper des têtes. Mais en fait, parce que, 'fin, plus j'y pense et plus je suis, comment dire, stupéfait qu'on ait pu faire ça, en fait, à un moment Oui. donné. Et Oui et en plus, là, c'est la guillotine, c'est vraiment vu comme un moyen et c'était vrai d'ailleurs, un moyen humain d'exécuter, les gens, quoi. hmm, C'est-à-dire qu'avant, c'était brûlé vif ou pendu, enfin, voir, comme on voit au début de Petit Miracle et il y a le malheureux père de Denis, le Petit Miracle hmm, qui passait sur la roue. Donc je vais pas vous décrire en long et en large le supplice de la roue, mais enfin c'est en gros on brise les membres du supplicié et qui met plusieurs heures à mourir et c'est absolument atroce. hmm, Et par rapport à ça, la guillotine, évidemment, c'est une mort instantanée et beaucoup moins douloureuse, en fait. C'est une hmm, sorte d'acte d'humanité à l'époque, hein. hmm. Oui, et puis c'est là en ce moment, là, moi je suis en train de regarder, je sais pas si tu la regardes aussi, cette série Shogun, là, comme ça, où on t'explique que certaines personnes sont mortes avec honneur en se faisant seppuku et en se faisant couper la tête, et puis il y a même des moments où comment dire, il y a quelqu'un, on remet à une épouse la tête de son mari dans une boîte. Enfin, je trouve ça vraiment horrible. Est-ce que toi, alors, on en a parlé il y a pas longtemps sur le fléau des dieux. On voyait tout à l'heure où il y avait des sacrifices humains, des choses comme ça, bien que, comme tu le dis, ça n'arrivait pas chez les Huns. Toi, tu as l'impression vraiment, ça me préoccupe. Je te repose la question, mais toi, ça arrive dans tes récits pour une raison précise. Euh, Là, en fait, pour Petit Miracle, je voulais vraiment raconter une histoire qui se passait, à cheval sur l'Ancien Régime et la Révolution. mhm, Je cherchais un peu le lien entre tout ça et il se trouve qu'à ce moment-là, je cherchais, enfin, en fait, j'avais été sollicitée par Griffo pour raconter une histoire et c'était vraiment la période sur laquelle il était le plus à l'aise. mhm, Et moi, j'avais encore rien écrit dessus. Bon, c'était la période sur laquelle j'avais fait ma thèse à l'école des Chartes. Mais enfin, voilà, je voyais ça les choses très sérieusement, donc c'était pas, je pouvais pas faire ça en bande dessinée. Donc, je cherchais vraiment une idée. Et comme j'étais une jeune autrice qui sortait du fléau des dieux, que Griffo était un grand monsieur, j'étais très impressionnée et très stressée. Et j'ai fini par avoir une série de rêves en fait où le petit miracle, ce petit garçon avec la tête dans les mains m'est apparu en rêve, mais plusieurs fois en fait, de manière très répétée. Et j'ai fini par me dire que c'était un signe, enfin un signe, je sais pas de quoi, mais qu'en tout cas mon inconscient me parlait, me disait que je devais faire ça. Et en fait, je me suis dit: Finalement, pourquoi pas? Allons-y, essayons de raconter une histoire avec cet étrange petit garçon comme ça». mhm. Et voilà, je suis passée à l'acte. Mais Je vois. je crois que j'y pense, je sais pas pourquoi je mets beaucoup de têtes coupées, mais je crois qu'en tant que scénariste, que créatrice, que personne qui essaie de vivre de ses idées, perdre la tête, ce serait vraiment le pire qui pourrait m'arriver en quelque sorte, quoi. Et je crois que c'est un peu mes peurs que je matérialise, dans les bandes dessinées. Alors là, D'accord. je les matérialise, bon moi perdre la tête, ce serait devenir folle pour moi. J'ai peu de chances d'être guillotinée, j'espère ne jamais l'être, il y a pas de raison. Mais bon évidemment, plutôt que la folie, je préfère mettre la perte de la tête au sens premier du terme dans les bandes dessinées, quoi. C'est quand on parle d'Empire romain ou de révolution ou choses comme ça, c'est plus facile, enfin plus facile quoique, mais en en tout cas, c'est plus graphique de montrer des personnages, avec la tête coupée, je trouve, que des personnages fous. Encore que tout ça se discute, hein, évidemment, hein. Il y a beaucoup de choses à faire sur la folie aussi, hein.
Oui. Non, moi, je m'étais demandé effectivement, oui, si s'il y avait quelque chose que tu racontais un peu de la société, quoi. C'est-à-dire, si naturellement tu avais envie d'aller, sur des sujets de société qui comment dire? Qui te posaient questions, qui te posaient soucis, quoi. Mais apparemment non, ouais, voilà. J'aime bien ta réponse aussi, Bah, heu les sujets de société me posent, souci, comme à tout le monde, je dirais. mmh Enfin, je vis pas, dans une tour d'ivoire ni sur Mars, mh. donc tout ce qui se passe dans le monde, et en France me touche forcément comme tout le monde. Après, je préfère en parler de manière métaphorique plutôt que directe. Je sais qu'il y a une grande mode sur la BD documentaire en ce moment. Il y a vraiment des albums, qui sont formidables. Enfin, là-dessus, moi j'ai en tête une BD assez ancienne, mais Le photographe de Guibert, par exemple, ou des choses comme ça. C'est vraiment très bien. Enfin, les arènes font ça très bien sur beaucoup de sujets. Mmh. Mais, c'est pas une manière de faire qui me correspond, en fait. Mmh. Parler directement des choses aussi ouvertement, Mmh. heu, c'est pas moi, je dirais. J'ai plutôt envie d'en parler par image. Parler de la violence, c'est la dénoncer évidemment, c'est en montrer, en montrer l'horreur, montrer notre société qui part en vrille aussi, quoi. Mes héros, ce sont souvent des personnages qui sont le produit de leur histoire personnelle, le produit de la société dans laquelle ils vivent, quoi, qui est toujours un peu une image déformée de la nôtre, forcément, quoi. Mmh. Même quand on parle de l'Empire romain, on parle toujours comme je disais tout à l'heure, en fait, on se projette toujours dans ce qu'on fait, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc finalement, Alix, c'est toujours un peu moi et l'Empire romain, c'est toujours un peu nous, même si évidemment il y a d'énormes différences. Mmh. Montrer une crise politique dans l'Empire romain, c'est toujours un peu parler de nous. Faire évoluer Énaque, par exemple, qui est un jeune Égyptien aux côtés d'Alix, bah, c'est montrer que, voilà, quand on est jeune, quand on est égyptien, c'est pas il y a ça, c'est bon et ses mauvais côtés. Enfin, c'est parler de tout ça aussi forcément, quoi. Mmh. Et la place des femmes, j'en parle même pas évidemment, notre société est systémique et patriarcale comme on le sait bien, mais alors c'est rien en comparaison des sociétés, antiques ou médiévales, quoi. Et Mmh. évidemment, les mettre en scène, c'est montrer puissance 10 ce qu'on vit nous pour que ça soit d'autant plus visible, quoi. J'ai noté autre chose, en lisant ton œuvre, là, on parlait de Petit Miracle, tout à l'heure. Tu mets pas beaucoup en scène des enfants Non. et je note, là, je parlais du Club des prédateurs. Je note qu'entre Petit Miracle avec l'enfant à la tête coupée, ou même, le jeune empereur, dans Le Fléau des dieux, ou bien le Club des prédateurs, tes personnages, d'enfants ont un destin, assez, funeste. Enfin, vraiment, ils vivent le pire de ce qu'on peut imaginer. Est-ce que tu t'en es rendu compte ou est-ce que, c'est un hasard? Comment C'est-à-dire que l'enfant est un peu biface, si j'ose dire dans mes bouquins. mmh, C'est souvent la victime parfaite en fait. mmh C'est-à-dire comme il est faible, fragile, sans défense, s'il n'a pas ses parents pour le protéger, on peut lui faire subir n'importe quoi en fait. C'est vraiment la victime par excellence. mh, Donc évidemment, dès qu'on met en face quelqu'un de dur, qui n'a aucun scrupule, le pire peut arriver à l'enfant en fait. Et quand la société là, on voit une petite fille qui est pendue et c'est les pendaisons d'enfants existaient bien là sous l'Angleterre victorienne. Là, j'ai mmh, rien inventé pour le coup. mmh Dès que la société est brutale, bah, cette brutalité, se transfère en premier sur les enfants, en fait. mmh, Bon, le club des prédateurs, ça se passe à Londres. On voit, c'est des gens très riches qui mangent les enfants pour s'amuser en quelque sorte, pour faire des festins, raffinés. Bon, c'est une image pour moi, c'est justement cette métaphore dont je parlais. C'est la société industrielle qui dévore ses propres enfants. Bon, dans mon album, elle les dévore, au sens propre, mais dans la réalité, elle les a dévorés au sens figuré. Là, on voit une image d'usine. oui, Heu, on sait que le travail des enfants, des très jeunes enfants de 5-6 ans parfois existait à l'époque. Et ces enfants, s'ils ne mouraient pas, à l'usine, attrapaient souvent des maladies. On envoyait une filature, les maladies pulmonaires étaient très courantes, on en mourait souvent et je parle même pas des accidents de machine, quoi, en fait. mmh, Donc voilà, il y a d'abord l'enfant est une victime. Après, pour moi, quand c'est pas une victime, c'est un peu son opposé, bah, le petit Denis à la tête coupée qui passe, dans le diptyque justement de Petit Miracle, qui dans le premier tome est une victime, un peu un enfant maltraité. mmh,
et finit par devenir lui-même un bourreau, en fait, Un dans le bourreau, ouais. 2e, en fait. Le chef des bourreaux, quoi. Chef des bourreaux, voilà, puisque c'est Mmh. il se dit: «Puisque c'est comme ça, puisque tout le monde est méchant avec moi, je vais être encore plus méchant que les autres», Mmh. et donc il en vient à inventer un instrument de mort, la guillotine, quoi. C'est ça, c'est cet usage-là, pour moi, chez les enfants, c'est la victime qui parfois, se transforme et devient bourreau elle-même, en fait. Mmh. On a Malo et Denis qui rivalisent, dans les commentaires et qui disent, de toute façon je suppose qu'ils sous-entendent que les enfants ont le destin qu'ils méritent dans ton œuvre, puisque c'est une créature qui touche au Lego et au Playmobil alors qu'ils n'ont pas le droit. C'est vrai, Et en plus, il pique ta console, donc voilà. Non, mais enfin, en c'est tout vrai. cas, ce qu'on comprend bien, et je suis content de faire cette émission avec toi pour mieux le comprendre. Effectivement, c'est quelque part le récit métaphorique que tu mets en place. Évidemment, comme tu disais tout à l'heure, faut pas te prendre au pied de la lettre. Il y a sans doute pas, espérons, de clubs de gentlemen qui ont mangé littéralement des enfants. Mais en fait, ce que tu mets en scène, oui, c'est tu mets en scène le fait qu'ils sont mangés, broyés Oui, par, par la société dans laquelle ils par vivent et voilà. finalement, il y a beaucoup de gens très riches qui ont fait leur fortune sur la vie et la mort de ces enfants-là, quoi. Ouais. Mais est-ce que, comment dire? Alors j'ai un petit peu un élément de réponse, mais, est-ce qu'on peut imaginer que dans ton œuvre future, il y aurait la place pour des héros enfants, qui auraient un destin un peu plus envieux? Mais Enviable, j'espère, pardon, Greg, pas tu le sais envieux. bien, Oui, petit coquin. Ce que Greg ne vous dit pas, c'est que nous allons peut-être faire un projet tous les 2 avec des enfants. voilà. Mais pour ça, il faudrait que je C'est une travaille histoire plus qui se vite. finira bien. Voilà. Oui, oui, il y a de place pour d'autres choses évidemment. Après, c'est les occasions qui se présentent aussi, enfin, et puis, je dois dire qu'à un certain moment, j'avais envie d'écrire des histoires assez violentes, assez brutales, mais que comme la société devient de plus en plus brutale et violente autour de nous, je commence à en avoir assez de voir ça dans les albums de bande dessinée ou dans la fiction en général. Mmh. Dire que ce que Game of Thrones, c'est amusant quand on vit dans une société apaisée, quand on vit dans une société qui est elle-même brutale et violente. On a un peu enfin moi je commence en tout cas à avoir envie de voir autre chose dans la fiction, quoi. Donc je pense à en venir à des histoires plus apaisées, plus sereines. Essayer, je dirais pas de retransformer la société et de la rendre moins violente par mes œuvres, mais au moins d'apporter un peu d'apaisement et de sérénité à mes lecteurs. Oui, ce serait pas mal, oui. Mmh. Oui, parce que là, tu vois, je prends quelques titres au hasard, mais quand je vois Le Fléau des dieux, Le Club des prédateurs, Expérience mort, on voit quand même que tu as des titres assez évocateurs, quoi. Oui, je suis toujours très joyeuse. Même Erreur System qui devait s'appeler, pardon, c'était, Liberté, Égalité, Sécurité, c'est ça? C'est ça, voilà. Voilà. C'était la devise de la France, à venir, oui. Mmh. Hors système, c'est un peu c'est de la science-fiction, enfin de l'anticipation proche où, dans ce futur-là, la France avait totalement vrillé, Ouais. en état Ah, sécuritaire, j'y donc c'est reviendrai tout à l'heure si tu veux bien. On a Denis qui synthétise sans doute encore un peu mieux que moi, qui dit: «Précisons aux complotistes délirants que tout ça est de la fiction et des métaphores». Et il ponctue en disant: «On veut des histoires de fleurs et de poneys désormais». Et pour moi, alors bon, donc vous êtes un couple à la ville, hein, tu vois, quand il utilise le mot complotiste délirant, tu été victime de ça, un peu? Je lisais que sur Le Fléau des dieux, tu avais été, comment dire? on m'a traité de nazie, oui. Voilà, on t'a traité de nazi C'était par rapport à français, oui. ce que tu écrivais, comme si la fiction devait être le reflet de sa propre pensée. Oui, oui, pire que ça, enfin pour moi, il y a rien de nazi même dans le Fléau des dieux, Ouais. mais on est toujours un peu, oui, un peu estomaqués parce que, les gens pensent de nous, en fait. On est toujours très Mmh. surpris et c'est vrai que là, c'était un peu extrême, mais malheureusement, oui, ça arrive. Bon, j'ai eu un peu le souci aussi, avec, Trois Christ que j'ai réalisé aussi avec Denis en coauteur. Mmh. Alors Trois Christ, c'est, 3 fois l'histoire de l'apparition du Saint-Suaire de Turin, du suaire du Christ entre guillemets, tel qu'il est apparu au Moyen Âge, en fait. Alors la première histoire, c'est une histoire merveilleuse où le Saint-Suaire est vraiment le suaire du Christ, que le Christ apparaît dans le village et lègue son suaire en quelque sorte aux habitants. Dans la deuxième histoire, c'est une histoire réaliste, donc le suaire est un faux et on voit comment il est fabriqué, et dans la troisième histoire, c'est une histoire qui est basée sur l'absurde, donc il y a des zombies, des météorites radioactives, et le Saint-Suaire, c'est un peu n'importe quoi. Et ces histoires-là sont faites avec les mêmes dialogues et les mêmes cases, en fait, les mêmes images, en fait, mais dans des
dans des ordres différents Mmh. pour mon c'était l'idée était de montrer aux gens justement qu'on pouvait, dire 3 histoires très différentes en partant des mêmes éléments en fait, qu'on pouvait un peu faire dire n'importe quoi à n'importe qui en gros quoi et qu'il fallait donc être très méfiant par rapport à ce qu'on lisait. C'est une idée qu'on avait eue avec Denis, à l'époque, on habitait Bruxelles, on était allés dans un café et on entendait, les gens parler du Da Vinci Code qui était très à la mode à l'époque et où, les lecteurs du Da Vin 2 lecteurs du Da Vinci Code en discutaient en disant que bon, l'Église les avait trompés pendant 2000 ans, mais que ce qu'il y avait dans le Da Vinci Code, c'était totalement vrai, quoi. Oublions totalement que, bah, c'est un roman et que, bah, s'il fallait peut-être pas croire tout ce que l'Église nous raconte depuis 2000 ans, faut pas non plus croire, tout ce qu'il y a dans le Da Vinci Code, quoi. Et donc on avait fait 3 crises pour ça et à ma grande surprise, bah, certains lecteurs, ont pris ce qu'on racontait plus ou moins au pied de la lettre et ont commencé, à utiliser la numérologie pour interpréter notre album. Alors je m'explique, c'est-à-dire que comme on avait fait cette histoire de dialogues et de cases, semblables dans des ordres différents, j'avais tout numéroté pour permettre aux lecteurs de retrouver de croiser les références en fait, de voir où était utilisé quoi et cetera. Donc chaque case avait son petit numéro. On avait un site internet aussi qui permettait de jouer à la roulette et de voir tout ça, de faire les correspondances en quelque sorte. Et il y a des gens qui s'étaient amusés à prendre ces numéros et imaginer qu'on avait fait un sens caché aux albums en fait. Qui sont mis à croire que c'est nous qui révélions un grand secret ou je ne sais quoi enfin donc ça m'avait complètement laissé, sidérée parce que justement c'était le but totalement inverse de ce qu'on avait essayé de faire quoi. C'était, Oui, assez ahurissant. c'était si j'ai bien compris le principe, c'était démontrer que, sur à des reliques, en fait, sur la base d'images, en tout cas, tu peux leur faire dire n'importe quoi selon l'ordre dans lequel C'est ça, tu remets les choses. c'est ça. C'est un tout petit peu ce que dit la vie de Brian, hein, non, à la fin, hein, quand les Oui, fidèles se mettent à voilà. suivre, des sandales, qu'il y a le mouvement de la sandale et le mouvement de bref et ça, pour toi, tu as voulu, dans cette œuvre-là, raconter quelque chose, vis-à-vis de la religion? Parce que c'est aussi une des thématiques qui revient, j'ai l'impression, Oui, 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 c'est une thématique qui revient souvent, bah, je suis totalement athée à titre personnel, Mmh. mais je suis fascinée, par les religions au niveau culturel en fait. Moi, c'est des constructions fictionnelles extrêmement sophistiquées et extrêmement raffinées et extrêmement inspirantes, je veux dire pour l'imagination en fait. Mmh. Je les prends pas du tout au pied de la lettre, mais c'est vrai que ça remue en nous des sens, des émotions, enfin le sens de l'épique et cetera quoi. Mmh. C'est, oui, oui, j'ai une fascination. Je pourrais pas dire pourquoi non pourquoi exactement en plus, c'est toujours pareil. Toujours difficile de décoder de soi-même Oui, oui, oui. ce qu'on fait quoi. Mais, tu vois, tu dis que comment dire? Ah, je vais avoir du mal à formuler. Tu dis que la religion, ouais, c'est très porteur ça emmène du monde, mais peut-être, enfin, tu vois, quand j'essaye de relier le fil de de toutes les questions que je t'ai posées, est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir une œuvre, engagée, en fait? De revendiquer quelque chose? Bah, ça dépend. Ouais. Parce qu'à la fois, Hem, dans Trois Christ, on peut le voir de deux manières différentes. D'un côté, c'est un jeu. J'ai vraiment vu le côté, amusement, si tu veux, presque jeu de piste. Il y avait des grilles de lecture comme ça, alors j'ai pas, au début, j'ai mis le temps comme ça, je me suis dit: «Je vais jamais aller lire, tous les liens qu'il y a». Puis en oui, fait, à un moment donné, on comprend comme ça, on revoit les images, on revoit les cadrages comme ça. D'un côté, il y a effectivement un jeu. On sent que tu t'amuses en fait à ce que tu fais. C'est pas le seul, c'est pas même abîme en fait, hein, il y a un vrai jeu de mise en abîme et de l'autre en fait, j'ai l'impression que par ce biais-là, tu dis, bah, dis-moi, bah, qu'est-ce que tu veux dire? après, oui, je disais que pour moi les dieux, enfin la religion peut être quelque chose d'extrêmement inspirant et ça fait des siècles, voire des millénaires que ça inspire, un grand nombre de créateurs et qu'on voit toutes les merveilleuses œuvres d'art que ça a produites. Mmh. Mais évidemment, la religion, ça peut aussi mener à l'extrémisme, à la violence, on le voit à notre époque comme dans toutes les autres, hein. On voit les attentats, ce qui peut se passer au Moyen-Orient, enfin ou chez nous, enfin, on Mmh. voit toutes les dérives que ça peut apporter, donc évidemment, il faut s'en méfier aussi, quoi et quand j'écris Trois Christ, par exemple, on sait par exemple de nos jours que le Saint-Suaire de Turin, bah, n'est pas le suaire du Christ, parce que c'est vraiment un objet médiéval Mmh. fait au XIVe ou XVe siècle
malgré ça, il est toujours vénéré par des gens qui cherchent les explications les plus délirantes pour valider, leur contre-vérité, en fait. Mmh. Donc on voit que c'est C'est très étonnant d'ailleurs, il y a ce moment où dans Trois Christ, tu mets en scène la personne qui doit reproduire, artistiquement donc le sensuaire et qui se rend compte que si jamais effectivement elle met un drap comme ça sur un visage ensanglanté, ça ne va pas du tout donner l'image qu'on s'en fait, donc qui fait une sorte de sculpture pour que ça ait oui, l'air d'être ce qu'on s'imagine, oui, parce que je me suis quand j'ai écrit le Trois Cris, je me suis demandé concrètement comment faire un faux sensuaire, en fait. Mmh. Bon, quand on le regarde, on voit que c'est un corps, avec les canons, de l'art gothique, en fait, donc Mmh. vraiment de la fin du Moyen Âge dans lequel il a été fait. Et oui, je me suis demandé est-ce qu'un tampon on pourrait le faire? En reprenant une statue, on pourrait le faire? Enfin, comment, enfin, d'ailleurs, c'est amusant parce que je crois que le dos est beaucoup plus long, il y a 20 centimètres de plus de dos que de face. Enfin, oui, c'était assez amusant à faire. Il y a un vrai jeu là-dessus, il y a une histoire. Ça pose la question de la création aussi concrètement, comment on fait un sensuaire? Comment on fait une bande dessinée? Comment on fait un dessin? Enfin, ça pose la question de l'art. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour satisfaire son besoin de créatif personnel? Enfin, ça pose tout un tas de questions liées à l'art, hein. Je crois que l'art et la religion sont très liés aussi dans Trois Christ. Après, c'est vrai que les dieux, c'est surtout un fléau pour moi, comme je l'ai dit dans dans le fléau des dieux justement. Je vais pas tout vous raconter, mais les dieux sont vraiment un problème dans cette histoire-là et souvent dans mes histoires, ce sont vraiment un problème, quoi. Mmh. Je crois que la BD qui m'a le plus marquée quand j'étais petite, c'était, Le Dieu sauvage de Jacques Martin, Ouais, où on voit une statue d'Apollon, dans une mystérieuse matière radioactive qui commet des attentats, en fait, qui détruit une ville romaine à elle toute seule, en fait. d'accord. Et je crois que ça m'est resté imprimé, dans l'esprit et que, pour moi, les dieux, c'est toujours resté un peu ça, quoi. C'est, des choses mystérieuses dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent, qui sont un peu radioactives, qui sont très dangereux et qui peuvent mener au pire, si on les laisse faire, quoi. C'est-à-dire que dans le Dieu sauvage, il y a aussi un miracle. Il y a une jeune fille qui retrouve l'usage de la parole au contact de la statue. Mais voilà, il y a cet aspect miraculeux, mais il y a aussi l'aspect, attention, le Dieu, ça détruit tout, quoi. Mmh. Je te posais la question comment dire? Est-ce que tu revendiques quelque chose au travers de ton œuvre? Là, je suis en train Oui, de passer des planches, d'Error là, System donc ça dépend vraiment des albums. L'erreur système, c'est vraiment une interrogation sur, l'évolution sécuritaire que peut avoir notre société, quoi. mmh. C'est Là, ça qui c'est est le moteur du projet? C'est toi, c'est une observation que tu fais, de la bah, société et tu te dis: c'est «J'ai besoin d'écrire quelque chose sur ce sujet»? oui, oui, et ça part largement de ça. C'est assez évident, quoi. C'est le développement des caméras urbaines, qui pose pas de questions. C'est, la sécurité qui est un sujet, qui envahit l'espace public, de manière, incroyable. Enfin, on a l'impression que c'est le seul, quasiment le seul sujet, bon, il y a le pouvoir d'achat maintenant, mais à l'époque, il y avait pas le pouvoir d'achat, on était avant le covid, Mmh. heu, on était avant tout ça et c'est vraiment j'ai l'impression que la sécurité était le seul sujet qui intéressait les gens et dont on parlait, quoi. Mmh. Et ça avait l'air d'être aussi la solution à tout finalement, on allait être en sécurité, les gens étaient prêts à renoncer à leur liberté pour avoir la sécurité, quoi. Mmh. Et moi je me demandais jusqu'à quel point ils sont prêts à y renoncer en fait et jusqu'où ils peuvent aller pour être tranquilles, quoi. Et D'a c'est vraiment là la question, et d'ailleurs, je lisais dans ton expo que c'est vrai qu'on a du mal à repenser au calendrier d'une œuvre quand elle sort. On se dit: «Elle sort au moment où elle a été pensée quasiment», tu vois? Même j'ai beau mmh, savoir, j'ai beau connaître pour faire un album, quand j'ai lu quand j'ai lu la Erreur System, je me suis dit: «Bah, oui, oui, c'est vraiment un sujet». Alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, ce que tu voyais comme de l'anticipation il y a 4 ou 5 ans quand tu l'as écrit, ah oui, la réalité à certains égards a dépassé la fiction. oui, oui, bah, oui, j'ai été totalement rattrapée, par la je désespère d'avoir eu autant raison en fait. Mmh. Sur cet album-là, oui, c'est assez étonnant, oui. C'est, Alors, est-ce que je vais réussir à montrer des planches d'abîme? Je vais te laisser meubler 2 secondes. Ah ouais, non, non, tiens, on je est sur Error je je vais System parce je vais te parler d'Inhumain, d'Inhumain Inhumain, oui. et de comment? Bah, Inhumain, c'est une réflexion plus générale, hein, c'est un peu qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que la condition humaine? Ouais, Est-ce que hop. vous voyez un de mes scénarios aussi. Mmh.
de longues descriptions de cases Donc là, et des Inhumain, dialogues. c'est un projet que tu as fait, que tu as coécrit avec Denis et Oui, que tu as, on avait reçu, hein, Thibaut de Rochebrune, dans l'émission. ça c'est un pur Hem, produit de l'atelier virtuel, mmh, 3 auteurs de l'atelier. c'est ça. C'est ça a un côté satisfaisant, un petit supplément de satisfaction, Oh oui. de parvenir à mener à bien un projet comme ça avec les collègues? Oui, 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 oui. Bah, c'est toujours, oui, oui, bah, c'est toujours plus satisfaisant, d'en parler à l'atelier, de se dire qu'on a fait ça ensemble, enfin que c'est une histoire d'amitié aussi, parce qu'en général, je m'entends très bien avec les dessinateurs, mais on est plus ou moins proches. Bah, avec Alexa Gagic, par exemple, qui était serbe, on s'est vus, en 8 ans, on s'est peut-être vus 3 fois, donc bon, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais je peux pas dire que c'était un ami. Mmh. Avec Thibaut qui est à l'atelier virtuel, bon, on s à défaut de se voir, on s'entend beaucoup plus souvent, on parle beaucoup plus souvent ensemble, donc c'est vraiment un ami, donc c'est vrai que ça rajoute quand même quelque chose, oui. Mmh. Et est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de d'Inhumain? Parce que là aussi, tu vois, toujours sur la même question, un petit peu de ce que tu revendiques, rien que le titre d'Inhumain, il raconte beaucoup, non? Bah, inhumain, c'est toute la question, c'est qu'est-ce que l'humain finalement? Alors c'est l'histoire commence avec un vaisseau d'exploration qui se crache sur une planète mystérieuse, Mmh. après y avoir été attiré et l'équipage, bah, l'équipage c'est vous, moi, finalement des terriens comme les autres, j'allais dire assez quelconques, Mmh. qui rencontrent donc sur cette planète étrange, lointaine et mystérieuse, bah, d'autres humains curieusement, qui encore plus curieusement parlent la même langue qu'eux, donc ça les interpelle. D'autant que ces humains, cette tribu qu'ils rencontrent, elle est paraît complètement abrutie, quoi. C'est-à-dire qu'ils font des tâches idiotes toute la journée, ils ne pensent, ils mangent, ils dorment, ils baisent aussi, mais sans plaisir. Enfin, ils font ça parce qu'il faut se reproduire, quoi. Il y a pas de Mmh. Ils sont complètement amorphes comme ça, totalement, quoi D'accord. et donc ils vont pas les aider à repartir, ils sont complètement, ils vont rester avec eux, enfin, voilà. Les étrangers les intéressent pas, enfin, il y a rien, ils sont complètement comme ça, quoi. Est-ce que ces gens sont encore des humains finalement, quoi? Mmh. Et bon, évidemment, nos courageux astronautes vont partir à l'exploration de cette planète pour essayer de trouver un moyen de repartir chez eux, essayer de découvrir peut-être un peuple plus civilisé, plus ouvert, enfin, qui comprennent un peu mieux aussi, enfin, un peu d'où viennent ces gens, ce qu'ils font là, ce qui leur est arrivé Mmh. et ils vont découvrir une autre créature qui, elle, n'a pas de corps humain, qui est même monstrueuse par certains côtés et mais au contraire, qui est hyper consciente, qui a une conscience de taille planétaire, quoi. Et finalement, est-ce qu'être humain, c'est avoir un corps mais pas d'esprit? Ou au contraire, est-ce que c'est, être un esprit mais sans corps à proprement parler, ça serait pas, et une conscience, ce serait pas plutôt ça, être plus humain finalement, quoi? Mais c'est toute la question. Et ça, du point de vue de la métaphore, c'est ça, c'est ce que tu penses, c'est ce que vous pensez, toi et Denis, de l'humain, C'est bah, je pose la question, est-ce que je l'humain j'ai perd son pas humanité? on pose la question, tu sais que tu connais le lieu commun, être artiste, c'est pas répondre aux questions, c'est poser des questions, mais c'est Mmh. exactement ça. Finalement, oui, c'est ça, c'est est-ce qu'en tant qu'humain, quand on sombre dans l'abrutissement heu, quand on ou dans la violence ou qu'on oublie un peu, toute notre culture, tout ce qui fait, tout ce qui nous sort de notre hébétude, est-ce que finalement on reste humain, quoi? Mmh. C'est toujours la question. Et c'est pour ça un peu que je tourne toute ça de cette question, c'est que je me suis dit, est-ce que tu te sens pas un peu comme un donneur d'alerte aussi en tant en Bah, dans on essaie toujours d'interpeller les gens et de les faire voir, les dérives dans lesquelles ils peuvent tomber évidemment, il y a Ça te toujours un peu paraît, ça. une nécessité quand tu écris? Il faut que ça raconte quelque chose, je veux dire, ça peut pas être juste une histoire avec, une Parfois c'est aventure, juste parfois c'est juste une histoire, c'est juste un jeu, hein. mmh Parfois c'est juste ça, hein, c'est juste de l'aventure pour l'aventure, parce qu'il faut se détendre aussi et qu'il y a pas de raison, enfin, moi j'ai rien contre l'aventure, gratuite et ludique et bah, Alix Senator, c'est souvent ça, hein, c'est le héros qui vit des aventures dans un monde merveilleux, à découvrir plein de mystères à résoudre, hein, c'est aussi un plaisir. Après il y a les 2. Comme je suis scénariste, j'ai la chance de pouvoir faire plusieurs albums tous les ans et je crois que dans ma carrière, j'ai dû en faire, 80 ou 100 maintenant. mh. Donc voilà, je peux, parfois faire des choses qui veulent simplement défendre une idée et très engagées, enfin féministes ou autres et parfois à d'autres moments, bah non, c'est juste de l'aventure pour le plaisir, quoi. Mmh. Faut avoir de beaux décors, de beaux costumes et un héros ou une héroïne qui fait des choses extraordinaires, hein, il y a pas de Il faut un mix de tout ça, quoi. Tu peux pas être tout le voilà. temps, au taquet, Non, j'en ai pas envie, sur enfin le on n'est sens. pas,
Comment dire? C'est bien il faut savoir être sérieux de temps en temps, mais on n'a pas à l'être 24 heures sur 24 non plus, quoi. Mmh. Hem, je voudrais te reparler de d'Abîme, parce que Abîme, moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus plu, dans ton œuvre. Je note, quand même, c'est pas rien, que, tu te mets alors attends, excuse-moi. Tac, tac, tac. Je vais y arriver. Est-ce que, en te mettant, finalement, sur un pied d'égalité, avec, alors attends, je vais y arriver. Bonne question. Là, tu te mets tu alors, attends, excuse-moi parce que je cher voilà, sur Balzac, voilà. Est-ce que, en te mettant en scène, toi, dans le tome 3 donc comme créatrice d'un album avec en tome 1 Balzac, excusez du peu et donc Henri-Georges Clouzot dans le tome 2. Donc moi j'ai beaucoup aimé le côté jeu comme ça, la mise en abîme et puis heu, le côté un peu, destiné en gros, en gros dans cette est-ce que tu veux en parler déjà de ce projet? Est-ce que Oui, tu veux oui, bien nous sûr, oui, résumer oui, un oui. peu, nous pitcher un peu le projet? Alors Abîme, c'était, c'est d'abord un jeu effectivement, Mmh. autour de la mise en abîme qui est, le fait dans une œuvre de s'autociter en fait. Mmh mh. L'exemple type, c'est la vache qui rit, où dans la boucle d'oreille de la vache qui rit, beh, il y a à nouveau, la vache qui rit qui a une boucle d'oreille dans laquelle il y a la vache qui rit et cetera et cetera et cetera. Là, je voulais faire un peu la même chose en bande dessinée, c'est-à-dire faire une bande dessinée dans lequel serait incluse la bande dessinée et cetera. Mmh. Et donc pour ça, donc j'ai créé un triptyque avec Denis. Mmh. Alors le tome 1, porte sur Balzac, Balzac qui est en train d'écrire, qui vient d'écrire son premier roman et qui découvre que dans un journal, on publie, sous son nom, des récits de son passé en fait, mais Mmh. des choses pas jolies jolies que lui-même n'aurait jamais dites Mmh. et qu'il pensait que personne d'autre, ne savait. Donc il y a son passé qui lui revient comme ça, au visage. Henri-Georges Clouzot, c'est un peu son présent c'est un peu la même histoire, son présent qui lui revient au visage. Enfin, la manière dont il a financé ses films qui étaient pas toujours jolis jolis, des choses comme ça. Mmh. Et dans, le tome 3, bah, donc c'est, Denis et moi et en fait, c'est notre futur, en fait, qui revient nous hanter par anticipation, en quelque Mmh. sorte, quoi. Et donc le tome 3 reprend le tome 2 et le tome 1 et le tome 2 reprend le tome 1, enfin, parce qu'Henri-Georges Clouzot fait un film sur le Balzac du tome 1 et moi-même, dans le tome 3, bah, j'écris Abîme, donc qui est, le tome 1 et le tome 2 et cetera. Mmh. On les voit, en fait. Mmh. Et c'est un peu pour ça que c'était nécessaire, que Denis et moi, on réalise le tome 3 en fait, qui est Mmh. la conclusion de la mise en abîme Mmh. et finalement, les auteurs sont dans leur album et la boucle est bouclée de cette manière-là, en quelque sorte, quoi. Voilà, Alors tout c'est est dans le bouclé autour de nous, on est dans l'album. sur la règle de la mise en abîme, je le comprends. Et c'est vrai que ça paraît logique. Cependant, donc le résultat, c'est que tu as Oui, une œuvre, exactement, tout un à fait, triptyque, dans lequel donc il y a Balzac, Clouzot et toi. tout à fait. Est-ce Alors c'est que très est orgueilleux. alors tu penses que c'est orgueilleux ou Oh, c'est très orgueilleux, oui, c'est quand même moi j'ai pris Balzac et Clouzot parce que j'avais une grande admiration pour eux, hein, je vais pas le ouais. cacher et c'est vrai que me mettre à côté d'eux, c'est un peu, oui, me faire mousser en quelque sorte, quoi. Mmh. Mais au-delà de ma personne, c'est que je voulais vraiment mettre sur le même niveau, le grand roman, le Mmh. grand cinéma et la grande bande dessinée, quoi. Alors, Mmh. orgueilleusement, la grande bande dessinée, c'est nous, Ouais. mais c'était plutôt mettre les arts à égalité, en fait, quoi. Mmh. C'était on sait que la bande dessinée a longtemps été, le parent pauvre de l'art et a mis beaucoup de temps à s'imposer en tant que tel, quoi. Et là, c'était vraiment la volonté, voilà, de mettre les choses au même niveau, quoi. Mmh. Ah ouais, je cite souvent cet exemple où dans les festivals, j'en ai un peu, parfois, marre d'entendre un élu qui dit: «Ah ben, on voit grâce à ce festival», c'est la 15e édition où il vient, l'élu en question, l'attaché à la culture et il dit: «On voit que la BD devient un art majeur». Bah non, ça devient pas un art majeur, Voilà, c'est c'est un art majeur, point et voilà. voilà. Mais finalement, à te lire, c'est à croire qu'il faut encore le dire, en tout cas, qu'il faut produire une œuvre dans laquelle on le revendique et Oui. puis, je me suis demandé tout de même, alors toi tu parles d'orgueil, je l'ai pas tellement vécu comme ça, mais, est-ce qu'il y a pas quand même, chez toi,
une envie de te revendiquer parmi, bah, comme une grande autrice, quoi. Oui, bon, on a tous envie d'être des grands auteurs, hein, Oui, donc oui, moi oui. aussi évidemment, Mais tout le monde ne heu, le tu vois, tout le monde ne se met pas en scène, pour le dire pour quoi. le dire. Et je Heu, note que c'est pas la seule œuvre dans laquelle tu te mets en scène. Je parlais oui, tout c'est à vrai, j'aime l'heure beaucoup ça. je parlais tout à l'heure du dieu non mais enfin, je me rends pas compte. Je crois que finalement, tu es passé de alors, j'avoue, hein, je t'avais pas beaucoup lu et d'un seul coup, tu es sans doute passé à une des autrices que j'ai le plus lues, tu vois? Désolée. En quelques semaines. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai lu ton expo aussi, au regard de comment a été accueillie ta première série et les premiers retours qui avaient été faits, comme quoi, bah, c'était parce que tu étais la femme, d'Image Ram, où j'ai l'impression que même en la manière dont tu es reconnue, sur les invitations en festival, je t'ai déjà entendu en parler, ça aussi, du fait que tu étais pas forcément, comment dire? Vue parfois vue autrement que l'épouse de ton mari. Est-ce que, est-ce que c'est enfin, je sais pas comment formuler la question. J'ai J'ai voulu me poser en tant qu'autrice parce que je n'étais pas assez reconnue, en tant que telle? Peut-être. peut-être, mais moi, en tout cas, ça me choquerait pas. Je veux pas être désobligeant en demandant ça, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que tu es obligé enfin, je dis pas que tu es obligé, mais est-ce qu'il faut ça? Est-ce que quand on est une autrice aujourd'hui, il faut y à un moment donné, poser, comment dire? Poser ce constat-là et dire: «Écoutez, moi voilà, je suis une autrice, à part entière», tu il a c'est enfin, tu vois, je me suis dit enfin, quand je regarde la globalité de ton œuvre, bah, voilà, tu te poses souvent, là, quoi et j'avais pas vu ça beaucoup. Hem, C'est compliqué comme question, c'est pas vraiment une question, d'ailleurs. oui, alors, déjà, aujourd'hui, c'est un peu différent, par rapport à il y a 20 ans quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé en 98-2000, le Fléau est sorti. Le 1er tome du Fléau, mon premier album est sorti en janvier 2001, je crois de mémoire. Ouais, Il y avait très peu d'autrices à l'époque. ouais. Chez Soleil, je crois il devait y avoir 150 ou 200 auteurs à peu près et je crois qu'on était 2 ou 3 femmes, pour Mmh. donner une idée. Donc c'était pas du tout évident d'être autrice à l'époque et je me souviens avoir mes premières dédicaces, du Fléau des dieux avec Alexa, avoir des lecteurs qui venaient en dédicace, qui étaient très surpris de voir une femme de l'autre côté de la table de dédicace, oui. Alors certains étaient ravis, d'autres, ça les faisait bien rigoler, je sais pas trop pourquoi, bon peut-être par gêne, mais oui, c'était pas évident et il y avait toute cette, comme j'ai eu de la chance que le Fléau des dieux marche assez bien. Mmh. Bah, évidemment le succès ça fait toujours jaser et un des angles d'attaque, c'était qu'effectivement, bah, si ça avait marché, c'était bien parce que c'était pas moi qui l'avais écrit, mais Denis en fait, mon mari quoi, Mmh. en gros. Heu, alors évidemment quand on est face à ça, on a envie de s'imposer, de se montrer comme autrice. C'est sûr qu'il y avait clairement de ça, mais je crois que tous les jeunes auteurs ont envie de s'imposer et de se montrer en tant qu'auteur, hein, quand on débute, justement, on n'est pas encore vraiment c'est dans ses premiers albums, donc on a envie de le revendiquer. Mmh. Mais peut-être plus encore dans mon cas aussi parce que, les gens ne me voyaient pas comme ça effectivement, quoi Mmh. et que j'avais vraiment envie de démontrer, mais si, je suis vraiment, j'en suis vraiment la scénariste. Ça a forcément joué, c'était pas du tout évident à l'époque. Et Il y avait, aujourd'hui, tu te sens bah, plus aujourd'hui, il y a beaucoup reconnue? plus, bah, aujourd'hui, il y a, la moitié des jeunes, auteurs sont des jeunes autrices, hein, donc la question ne se pose plus, je crois, plus de la même manière du tout, quoi. Mmh. C'est, oui, c'est vraiment je suis rentrée, tout le monde est habitué au fait qu'il y ait des autrices en festival, qu'il y ait des autrices qui fassent des livres, enfin, Oui, oui, c'est ça pas du tout à tout fait. comme ça Alors ça, l'était avant, c'est quoi. les autrices au sens large, mais toi, à titre personnel, tu te sens Bah, moi, à plus, titre reconnue, pour ce que tu fais, pour ton œuvre? oui, 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 je crois je les ai eus à l'usure, hein, les mauvais coucheurs finalement. Finalement, je suis toujours là, et je fais toujours mes albums et tout va bien, quoi. Oui, Mmh. c'est une angoisse que j'ai plus du tout, actuellement, c'est sûr, quoi. Parce que je crois, il me semble, hein, je veux pas, peut-être je me trompe, il y a eu pas mal d'émissions, mais je crois que dans l'émission qui était consacrée à la dédicace, tu avais,
tu avais dit quand les scénaristes sont invités quoi, tu avais Oui, esquissé le fait que c'était pas facile, d'être, enfin pas c'est pas forcément pas facile, mais que globalement, c'était beaucoup orienté sur la dédicace dessin et que finalement, alors que la BD est un outil pas un outil, un média, de fiction en fait, un média qui raconte des histoires, on restait souvent bloqué, sur le dessin. oui. Les ça c'est un problème que tous les scénaristes connaissent bien, à savoir que ce sont les dessinateurs qui sont invités en festival parce qu'eux dessinent et font des dédicaces. Mmh, La dédicace de scénariste, ça intéresse très peu de lecteurs, quoi. mmh, En gros, ça intéresse les gens qui veulent, devenir scénaristes eux-mêmes, quoi, enfin, quelques hurluberlus comme ça qui ont envie de parler à quelqu'un d'autre qu'un dessinateur, quoi, mais c'est très limité, quoi. mmh. Et c'est vrai que pendant très longtemps, bah, j'étais pas invitée en festival ou en séance de dédicace avec, les dessinateurs avec qui je travaillais, mais je venais en festival en tant qu'épouse de Denis Bajram, voilà, donc j'étais là en tant qu'épouse d'auteur, quoi. Mmh. Et parfois on me disait avec un grand croyant me faire une grâce que voilà, j'allais quand même pouvoir dédicacer mes livres, Ah oui, en comme plus, si on me ouais. faisait un cadeau, voilà, pouvoir dédicacer mes livres alors que bon, oui, ça c'est un problème que tous les scénaristes connaissent bien, hein, la mais à l'inverse, je dirais que la revanche du scénariste, c'est que, sur le dessinateur, si on peut parler comme ça, c'est qu'une fois que le scénariste a réussi, bah, souvent il est plus valorisé que le dessinateur. Les très grands scénaristes comme, bah, Jean Van Ha ou très populaires comme Jean Van Damme, Alan Moore et cetera, finalement ont un peu écrasé aussi, leurs dessinateurs et ce sont eux qui prennent le dessus, quoi. C'est Mmh. assez difficile d'avoir une relation équilibrée aux yeux du public, en fait. Il y en a toujours un qui domine l'autre et c'est en général le dessinateur, sauf quand ça s'inverse et alors là, je plains, par pour cet aspect-là les dessinateurs des scénaristes les plus connus qui disparaissent un peu derrière leur nom, quoi. Oui, ou derrière leur, personnage aussi. Ah oui, ça c'est Heu encore un autre problème, c'est-à-dire que le personnage existe beaucoup plus que nous, quoi. Les gens connaissent nos personnages avant de nous connaître nous et finalement c'est normal d'ailleurs, hein, nos personnages les intéressent beaucoup plus que nous, hein, c'est et oui, et oui. Et bah, mais tu disais tout à l'heure que la bande dessinée, ne devenait pas un art majeur mais qu'elle l'était, c'est effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi évidemment. Mais j'aurais quand même un bémol là-dessus, c'est que malheureusement en ce moment, on entend souvent, que c'est le roman graphique qui est un art majeur et plus tellement la bande dessinée. C'est-à-dire que, quand on veut valoriser, la bande dessinée, ben, on lui donne un autre nom, donc roman, parce que le roman, la littérature, c'est mieux et puis bon graphique parce qu'il y a quand même des images, donc il fallait bien trouver un terme. Mais alors que c'est un terme qui est né, c'était un terme marketing je crois au départ. Bah, ça a complètement pris le dessus et finalement, autant le roman graphique est valorisé, c'est-à-dire ce qu'on entend maintenant par roman graphique, l'album, très épais avec, plusieurs centaines de pages, en noir et blanc, souple, enfin qui et beaucoup sont très bien d'ailleurs, mais c'est ce type de bande dessinée-là qui est très valorisé. mmh, La bande dessinée, telle que moi je la pratique, l'album grand format en couleur, avec entre, 46 et 80 pages, on va dire pour aller vite, bah, ça l'est beaucoup moins, quoi. C'est pas, ça reste un peu mineur aux yeux de beaucoup de gens et je crois qu'il y a encore du boulot à faire ou à refaire pour que, la bande dessinée soit autant, valorisée que le roman graphique, quoi. Dire bien que c'est, 2 formes de la même chose et qu'il y a pas de raison, de mépriser l'un, plus que l'autre, quoi. bah, Et j'ai très bon j'ai Grémo. j'ai vu pas mal, moi, de dessins humoristiques. Je pense à Sandrine Deloffre, par exemple, qui disait, elle avait en face d'elle, «Ah ouais, ah tu fais de la BD, mais tu fais quel type de BD? Du manga, du comics, du roman graphique?» Oui, enfin de la BD, quoi. En fait, Voilà, c'est ça. j'ai l'impression que c'est un terme, bah, à titre personnel, je le vis comme ça, hein. Pour moi, comment dire? C'est une catégorie, en fait, d'ouvrages de bande dessinée, le roman graphique, en fait. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toujours un peu, comment dire? Ce serait un peu insultant de se cantonner à lire de la BD alors que lire du roman graphique, tout de suite, on est un peu plus dans, voilà, dans de la grande littérature. Voilà, c'est ça, c'est, bah, le terme roman, la littérature, tout ça, c'est bien. La BD, ça reste, ouais, voilà. C'est alors pas méprisé, j'irai pas jusque-là, hein, mais c'est quand même beaucoup moins valorisé que le roman graphique, quoi. Ça a toujours besoin de l'être, donc c'est le combat n'est pas fini de ce côté-là, je pense. Hmm. Là, on a Hélène en commentaire qui dit: «Je n'aime pas tellement ce terme snob». Et Denis parle de la BD canal historique. C'est ça. C'est particulièrement vrai avec moi, oui. Et il dit déjà certains se refusaient à dire BD. Ouais.
Écoute, moi je suis là on est à 1 heure et quart d'émission, je suis très content du moment qu'on a. J'espère que ça t'a plu également. Oui, oui, tout à fait. Donc je disais, j'ai lu ton expo, j'ai lu beaucoup de ton œuvre, donc je lisais que donc tu au moment où tu as démarré et que tu as fait un grand péplum, SF, une espèce de space opéra à la fois et de péplum, tu as été, vu un peu comme un extraterrestre, une femme qui faisait, de la SF, ensuite, tu fait de Jeanne d'Arc une sorcière, tu fait, je lisais aussi que sur Alix, c'était un peu ta décision, tu accepté de faire du Alix à condition de faire vieillir le personnage, ce qui est assez, rare, dans la bande dessinée. Alors est-ce que, moi je dirais que tu es assez, une précurseur ou une précurseuse, je sais pas comment on dit? Est-ce que tu en as conscience ou est-ce que tu le revendiques? Comment? J'en ai pas forcément conscience, mais on me le dit souvent, donc je vais finir par croire que c'est vrai. Mais en tout cas, quand j'ai le pire dans le domaine, c'est quand j'avais fait Alix Senator, effectivement, où on m'avait dit plusieurs fois que j'avais brisé le tabou. Ouais, Briser un tabou en faisant vieillir un personnage, quoi. Comme si j'avais fait quelque chose d'absolument, extraordinaire, en fait, alors que c'est une pratique assez courante dans le comics, en fait, oui. ce genre de choses. On ou le Batman de Frank Miller, par exemple, qui a fait ça, 30 ans avant moi, hein, Mmh. donc je suis pas, j'ai rien inventé en l'occurrence, mais j'ai des pratiques qui sont, pas forcément celles de la BD franco-belge, on va dire. Ouais. Je disais que j'avais découvert le comics à l'âge adulte, mais ça m'a beaucoup marqué depuis Mmh. et j'ai tendance à importer des pratiques du comics dans la BD franco-belge d'ailleurs, et du manga aussi maintenant. Mmh. C'est vrai que je suis une grosse lectrice aussi de manga et c'est vrai que pour moi, tout ça, c'est de la BD, donc tout ça doit s'interpénétrer, tout ça doit s'influencer les uns les autres. On doit lire, profiter de tout, tout importer, tout je veux dire tout mélanger, Mmh. gloubi-boulga informe, mais on doit ne rien se refuser en tout cas. Mmh. Au C'est, titre de la culture, en fait, tu es une mondialiste, on peut le dire. totalement. Finalement, C'est hein, pour la mondialisation totale de la culture. malgré toutes les belles paroles, hein, voilà. Mais oui, On s'en fout-il tout ça, et mais je oui. lisais donc effectivement que ça t'avait, donné l'opportunité de faire, un crossover donc, entre Alix, la série régulière, donc, Oui, L'Œil du Minotaure, que tu as scénarisé et donc la suite, c'est ça, hein, si je comprends bien dans alors je dis si je comprends bien parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire Alix, hein, je vais pas te je vais pas te le oui, oui, cacher. oui. Beaucoup de Heu tomes là. dans Alix Sénator, hein, c'est ça? Un crossover, ça se C'est passe ça, voilà, à 2 exactement. époques. C'est-à-dire qu'Alix jeune, le jeune Alix vit une aventure en Crète autour du Minotaure, Mmh mh. dont la résolution se trou dont il découvre la résolution de ces mystères 20 ans plus tard dans Alix Sénator. Là, c'est un pur jeu, scénaristique, hein. Mmh. J'ai vraiment on parlait d'aventure et de plaisir tout à l'heure, là, c'est un pur jeu, pour aventure, pour le plaisir, quoi. C'est à la fois le plaisir de retrouver le Minotaure qui est un peu une créature mythique, ce que je dois à Yohan Guillot d'ailleurs, parce que j'avais parlé, de Minotaure avec lui à Angoulême juste avant. Mmh mh. Je me suis dit: «Tiens, je vais écrire une histoire sur le Minotaure, ça va être super». Mais c'est vraiment parti comme ça Mmh mh. et donc après, l'idée de faire un crossover, c'est vrai qu'on m'avait demandé d'écrire un Alix classique et là encore une fois, je savais pas trop, au début, je voulais dire non, puis après j'ai dit oui parce que c'est mon gentil éditeur qui m'a demandé alors, voilà, puis bon quand même, enfin bref, je vais pas te refaire tout le sketch, mais je cherchais quand même à renouveler un peu l'Alix classique, à ne pas faire un Alix de plus et je me suis dit que faire un crossover entre les 2 séries, ça pouvait être très amusant, quoi. Bah, déjà, je crois que c'est enfin, si je me rappelle bien, c'est assez unique, en fait, je disais précurseur, tout à l'heure, mais je me rappelle, moi, qu'il y avait eu dans Spirou Magazine, un crossover entre Kenna et le Scrum Moustache et les Petits Hommes et quand même, j'avais trouvé ça assez dingo, d'aller dans les 2 aventures et vérifier, qu'est-ce qui se passait dans l'un, de voir le raccord entre les 2. Je trouvais ça assez génial et là, finalement, toi, tu fais un crossover entre ton spin-off et donc en plus que tu as proposé, toi-même comme projet et la série régulière finalement où tu finis par travailler dessus quand même. Oui. Oui, 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 bah, c'était, oui, c'est vrai que dans la BD franco-belge, ça se fait pas mieux, mais dans le comics, ça se fait Ah beaucoup, bien sûr, hein, non mais c'est la base du Marvel, voilà, enfin, Cinematic voilà, Universe et des comics effectivement, je sais que moi j'ai les intégrales des premiers Spider-Man et de toute façon dans il y avait toujours un épisode spécial dans lequel ils croisaient les 4 Fantastiques, ils croisaient, voilà. les Vengeurs, enfin voilà.
Donc Denis dit qu'il avait vu aussi. Alors tiens, Denis nous fait une suggestion, ça va être, on approche de... ou dans Ulysse 31, dit Ah, Hélène. Ulysse 31, c'est le grand dessin animé de mon enfance, j'adorais ça. Je dois dire qu'on n'a pas parlé du dernier Troyen qui se situe, qui est aussi des histoires de mythologie gréco-romaine dans l'espace, on va dire. Ouais. C'est le même univers que le Fléau des dieux, en gros. Mmh. Et voilà, on en voit des images ici. Là, c'est des images de la Carthage galactique. Mmh. Et c'est très inspiré d'Ulysse 31, hein. Ça, je revendique totalement l'héritage pour le coup. Heu, ça j'ai pas pris Ulysse, j'ai pris Énée, son le Troyen, donc le vaincu de la guerre de Troie. Ouais. Mais il rencontre Ulysse, donc Ulysse, finit par être intégré à la série aussi, j'ai pas pu résister. Et là, c'est vraiment mon hommage à Ulysse 31, oui, j'avoue que Mmh. je ne serais Denis, pas la même si je n'avais pas eu Ulysse 31. exact. Denis nous suggère, donc finalement, ouais, alors maintenant que j'y pense, donc Denis a fait son Denis a fait son Goldorak. Est-ce que tu vas faire ton Ulysse 31 un jour? On peut se le demander. Il Ouf, dit je ne sais pas qui c'est. C'est rigolo. il nous dit, «Et maintenant un dessin». Et ben justement, ça va me permettre d'annoncer quelque chose, c'est que, comme je te le disais, Valérie, moi je me posais des questions sur comment dire? À quoi allait ressembler l'émission. Et je m'étais dit: «Ah bah, il pourrait peut-être y avoir un dessinateur qui vienne et puis qui te dessine ton portrait et tout». Et en fait, Denis m'a dit: «Ben non, mais on peut parler de scénario». Donc voilà, j'ai l'impression, enfin, tu me dis, hein, mais j'ai l'impression qu'on y est arrivé. Finalement, on Écoute, avait j'ai de quoi l'impression faire. qu'on a raconté beaucoup de choses, hein, Voilà, après, et on a quand même tenu 1h20, et c'était passionnant en tout cas pour moi de t'écouter, et que tu combles un petit peu toutes les questions, enfin que tu me donnes toutes les réponses que j'ai eues en lisant ton œuvre. Et donc voilà, non, finalement ça se terminera pas par un dessin. Alors bien sûr, c'était illustré par les dessins que tu avais, les planches de BD que tu avais scénarisées. Et voilà, On bah, a vu quelques-unes de mes pages de scénario aussi, c'est pas mal exact. de montrer ça. Donc voilà, Denis nous met le site de Valérie aussi pour la suite, www.valeriemangin.com. Ça ne peut pas être plus simple. Je pense que ça a été programmé par des mains de maître par un super webmaster. Oui, 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 tout Voilà. ça. Et, Denis est le grand maître de l'informatique à la maison. je terminerai par une dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, pas maintenant qu'on a compris ce qui te motivait, que le jeu, raconter quelque chose de notre époque, donner l'alerte sur certains sujets. Est-ce qu'il y a encore des choses alors j'imagine bien sûr des univers que tu n'as pas explorés, si j'ai bien compris, donc ton imagination est sans limite, mais est-ce qu'il y a Totalement. encore quelque chose que tu n'as pas fait? Voilà, où tu te dis, moi ce qui me manque là j'aimerais bien quand même, arriver à faire ça, J'aimerais faire un vrai comics Ah! ou un vrai manga ou les 2. Oui, J'ai j'ai essayé d'importer des choses du comics et du manga dans la BD franco-belge. Heu, J'espère que ça a marché, il y a mais eu du j'aimerais manga, aller pousser l'exercice beaucoup plus loin. ouais, il y a eu un Et un un manga avec Brice, hein, Brice Cossu. oui, enfin, c'est une histoire courte, effectivement, un hommage à Osamu Tezuka. Ouais. Une BD muette, sur l'introduction à la vie de Bouddha pour ceux qui connaissent, enfin l'histoire avant d'être Bouddha, le dernier avatar était un lapin, donc j'ai raconté une histoire de lapin dans l'espace, vous voyez? J'ai toujours toujours des dieux, toujours de l'espace, c'est toujours mes grands trucs. Je vais essayer de Mais passer là les planches. le challenge, c'était surtout de faire une BD muette, en fait. Mais là. Moi, je t'entends, mais je ne sais pas si Ouais, alors normalement j'ai réussi. C'est bon, on est c'est on bon? est de retour, normalement. Bon, Hélène, donc est-ce que tu peux nous je ne sais plus confirmer ce que qu'on je est dis. de Ah oui, je retour? parlais du oui, je voulais voilà, je voulais pas que l'histoire avec Brice soit traduite en japonais, en fait, je voulais que Brice la dessine directement dans le bon sens de lecture, évidemment, dans le sens de lecture japonais, et qu'elle soit accessible directement à la fois à nos lecteurs japonais, à nos lecteurs français. Donc l'histoire muette s'est imposée, d'autant plus que Tezuka lui-même avait fait le choix d'ouvrir sa vie de Bouddha, à laquelle je voulais rendre hommage par une séquence muette. Donc tout ça s'est enchaîné. Mmh. Et voilà, et on en voulait en donner une vision personnelle avec Brice, donc on a fini par raconter cette histoire du lapin dans la lune, histoire traditionnelle japonaise en version SF et muette. Mmh. Et donc tu parlais d'un projet de comics. Tu vois, naturellement, j'ai comparé, tout à l'heure le Fléau des dieux à Kingdom Come, donc comics d'Alex Ross. À quoi ça ressemblerait,
un comics, made in Valérie Mangin ou Ah, made by Valérie ce Mangin? serait un comics avec une super héroïne, qui irait à la fois dans le futur et dans l'Antiquité pour sauver le monde, Très bien. évidemment. Sauver le monde, je sais pas, du changement climatique ou, quelque chose comme ça peut-être pour la relier à notre époque. Eh beh, super. Eh beh, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, tout le mal qu'on peut te souhaiter. J'espère. Beh, écoute, Valérie, je m'en vais, donc te dire au revoir. Merci beaucoup, d'avoir répondu présente, à l'émission. Merci à toi Greg, c'était très sympa. N'hésite pas à revenir, à l'occasion avec, tes co-auteurs, pour nous parler de tes projets quand ils sortiront. Et avec plaisir. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis malgré les problèmes techniques. Effectivement, j'ai mon OBS qui a rage quit, faut dire que je lui ai demandé des trucs, je lui ai dit, «Affiche-moi des trucs qu'il avait pas prévus», mais voilà. Hop, on a Piou qui nous dit: «Merci pour le live». Même Piou, merci pour ton premier Merci commentaire, de nous avoir suivis. ouais, merci de nous avoir suivis, merci à tous. Et alors attendez, est-ce que j'ai déjà quelque chose de prévu pour la semaine prochaine? Je vais peut-être vous l'annoncer si je l'ai déjà. Oui, la semaine prochaine, donc on aura, Mathieu Salvia et Christelle pour, la sortie de leur tome 1 de Petit Dieu. Brice nous dit: «Très belle émission, merci», mais, c'est Valérie qui a tout fait. Et Ah, merci à tous de l'avoir suivi. Donc, Petit Dieu, voilà, qui sort aux éditions, d'Argo, si je ne me trompe pas. Un très, très joli album jeunesse. Et donc on recevra, le scénariste et la dessinatrice, et coloriste, Christelle. Et quant à moi, je vous dis donc à mardi prochain. Merci Valérie, à très bientôt. merci à toi Greg, merci à tous d'être venus. Au Bye. revoir.